Je vais vous lire le chapitre 5 de l'ouvrage Société secrète, leur véritable rôle dans l'histoire de Vincent Mottet. La Rose-Croix, mystère et mystification. En ce matin de l'été 1623, la curiosité des Parisiens est piquée par une mystérieuse proclamation placardée clandestinement sur les murs de la capitale. Nous, députés du collège principal des frères de la Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible en cette ville par la grâce du Très-Haut, vers lequel se tourne le cœur des justes. Nous montrons et enseignons à parler sans livre ni marque, à parler toutes sortes de langues des pays où nous voulons être, pour tirer les hommes, nos semblables, d'erreurs et de mort. Qui ne voudrait pas en savoir plus ? À la manière des campagnes de communication modernes qui usent du teasing pour tenir le public en haleine, cette vague d'affichage est suivie d'une seconde, quelques jours ou semaines plus tard. La prose est toujours aussi sibylline, mais le message plus engageant. S'il prend envie à quelqu'un de nous voir par curiosité seulement, il ne communiquera jamais avec nous, mais si la volonté le porte réellement et de fait de s'inscrire sur le registre de notre confraternité, nous qui jugeons des pensées, lui ferons voir la vérité de nos promesses, tellement que nous ne mettons point le lieu de notre demeure, puisque les pensées jointes à la volonté réelle du lecteur seront capables de nous faire connaître à lui, et lui à nous. En d'autres termes, les frères rosicruciens s'annoncent au monde profane, tendent une perche aux érudits pour rejoindre leur rang et entendre la bonne parole. Pas de nom, pas d'adresse. Nul besoin de candidature, les dons occultes permettent de trier le bon grain de l'ivraie et d'établir la liaison entre les hommes de bonne volonté. Ces placards énigmatiques font grand bruit dans tout Paris. Témoin de l'événement, le bibliothécaire de Mazarin, Gabriel Naudet, parle d'un ouragan soufflant sur toute la France. Stupéfaction générale. La Rose-Croix est sur toutes les lèvres. Les esprits s'échauffent et les imaginations s'enflamment. On évoque un complot de l'étranger. Une véritable chasse aux sorcières se met en place. Qui donc se cache derrière cette confraternité qui promet monts et merveilles, juge des pensées et prétend délivrer les hommes de la mort? Les prophètes annonciateurs d'une ère nouvelle pour les uns, les suppôts du démon pour les autres. Ou peut-être de mauvais plaisantins. Selon l'écrivain et historien Nicolas Chorier, lui aussi contemporain de l'affaire, tout ceci est l'œuvre d'un étudiant en médecine, Étienne Chaume, et de son groupe d'amis. Dans la foulée du scandale, ce dernier quitte la capitale et va finir ses études à Montpellier. A-t-il cédé à la panique? Ou bien porte-t-il le chapeau afin de couvrir des noms plus insignes? Le tout Paris bruisse celui du philosophe René Descartes. Le doute subsiste encore aujourd'hui sur l'identité des auteurs. Sans de telles hypothèses, l'affaire des placards n'aurait été qu'un feu de paille dans le tumultueux règne de Louis XIII. Mais elle prend une telle tournure que l'on peine à s'en tenir à un simple canular de carabin. 3 manifestes et un projet. En 1623, la Rose-Croix est invisible, mais pas tout à fait inconnue. Il faut remonter une décennie et partir en Allemagne pour en trouver les premières traces. 3 manifestes, publiés coup sur coup et sous le couvert de l'anonymat, font alors sensation. Ils proposent de révéler aux chefs d'État, gouvernements et savants de l'Europe des connaissances fabuleuses qui amèneront entre autres la paix, l'illumination et encore plus d'or que le roi d'Espagne n'en peut apporter des deux Indes. Connu sous le nom de Fama Fraternitatis, le premier paraît à Cassel en 1614, mais des exemplaires manuscrits circulent sous le manteau dès 1610 dans les cercles fermés de la Pansophy. Ce courant de pensée en vogue outre-Rhin croise différentes sciences ésotériques, notamment l'alchimie et la Kabbale, dont Pic de la Mirandole, grande figure humaniste de la Renaissance, est un pionnier. Sous la forme d'une lettre ouverte, le manifeste s'annonce comme une réforme universelle et générale du monde entier. Vaste programme, comme dirait l'autre. Le texte, pourtant très court, contient le récit de la vie du fondateur de la Rose-Croix, Christian Rosenkreuz. Né en 1378, orphelin d'une famille allemande de la noblesse, Christian est élevé dans un couvent. À l'âge de 16 ans, il part en pèlerinage à Jérusalem pour visiter le Saint-Sépulcre. La mort de son compagnon à Chypre le détourne de son projet initial. Il entreprend alors un périple initiatique en Orient, fait étape en Égypte, où il rencontre les plus grands savants
qui lui transmettent des connaissances en physique, mathématiques, médecine, mais aussi dans le domaine de la magie. C'est ainsi qu'il apprend à déchiffrer le Liber M, le grand livre de l'univers, qui dévoile les secrets du monde. Fort de ce savoir ésotérique, il retourne en Europe, déterminé à en partager les fruits avec qui voudra l'entendre. Face à l'indifférence et au quolibet, il fonde avec 3 amis la Fraternité de la Rose-Croix, qui s'élargit à de nouveaux frères. Il décide d'œuvrer aux 4 coins du monde, notamment à la guérison des malades, et prête serment de maintenir la fraternité secrète pendant 100 ans. Le fondateur meurt en 1484, à l'âge canonique de 106 ans. En 1604, des frères rosicruciens découvrent, par hasard, un tombeau avec sa dépouille intacte, un petit livre d'or entre les mains, dans lequel sont consignées toutes ses connaissances. Il décide alors de rompre le sceau du secret et de rendre son enseignement public, soit 10 ans avant la publication du manifeste. Un deuxième texte, le Confessio Fraternitatis, paraît dans la foulée en 1615 chez le même éditeur. Cette confession se présente plutôt comme une profession de foi. Après avoir fait l'exégèse du précédent manifeste, renouvelé l'appel aux savants et reformulé la promesse de réforme universelle, elle édicte les grands principes de la doctrine rosicrucienne. Le troisième manifeste, publié en 1616 à Strasbourg et non plus Cassel, s'intitule « Les noces chimiques de Christian Rosenkreuz ». Il présente plusieurs différences avec les 2 premiers. Le texte, plus long, plus littéraire, met toujours en scène le fondateur de la Rose-Croix, mais celui-ci s'exprime à la première personne. Dans un langage aussi hermétique que poétique, il relate sa participation aux noces d'un roi et d'une reine en l'an 1459. Jalonné d'événements fabuleux, les 7 journées expriment implicitement une expérience initiatique dont l'alchimie est le principal ferment. Par ailleurs, c'est la première fois que figure le nom complet du fondateur, jusque-là désigné par ses initiales. Les historiens ont conclu que Christian Rosenkreuz n'a jamais existé. Les ordres rosicruciens actuels ne prétendent pas le contraire et préfèrent voir une grande allégorie dans ce récit imaginaire truffé de symboles. L'étymologie du nom met d'emblée la puce à l'oreille. Christian pour chrétien et Rosenkreuz pour Rose-Croix. La vie de Joachim de Flore, abbé cistercien calabré du XIIe siècle, a peut-être inspiré celle de ce personnage mythique. Mais cela ne nous dit pas qui est l'auteur des 3 manifestes. Un cercle d'initiés. L'analyse stylistique et thématique montre qu'ils sont plusieurs à tenir la plume. Les soupçons se portent vite sur un certain Johann Valentin Andrea, ainsi que sur ses proches. Ce dernier est le petit-fils de Jacob André, fidèle de Luther et principal artisan de la formule de Concorde, charte du luthérianisme orthodoxe. Le jeune homme appartient lui aussi à un cercle influent de luthériens humanistes appelé Cénacle de Tübingen, qui compte le théologien et prédicateur mystique Johann Arndt, le juriste et médecin Tobias Hess et autres lettrés, tous férus de cabale et d'alchimie. On relève également des écrits du médecin, philosophe et théologien Paracels. La plupart des historiens accordent de manière unanime la paternité des manifestes à ce cénacle. À la fin de sa vie, Johann Valentin Andrea lui-même confesse avoir rédigé les noces chimiques. Mais contre toute attente, il qualifie son écrit de jeunesse de plaisanterie, ludibrium. À sa surprise, dit-il, le livre fut apprécié par certains et expliqué par des interprétations subtiles, quoique ce ne soit qu'une petite œuvre insignifiante et qu'il représente les vains efforts de la curiosité. Sans pouvoir passer par des chemins rectilignes, il prétend avoir voulu faire avancer la cause du christianisme par des détours et des pitreries. Drôle d'aveu. Il écorne passablement le mythe d'une puissante société secrète, dépositaire d'une connaissance aussi ancienne que précieuse. Difficile pourtant d'imaginer que la doctrine qui a nourri presque tous les courants illuministes des siècles suivants soit sortie toute cuite de la tête d'un jeune homme facétieux. Comment de simples élucubrations estudiantines auraient pu tromper des esprits aussi avisés que Goethe et aussi cartésiens que Descartes? Johann Valentin Andrea aurait-il été dépassé par les événements, comme Étienne Chaume dans l'affaire des placards, et contraint, par prudence, de faire volte-face en prenant ses distances? La Rose-Croix aime à brouiller les pistes. Il est vrai que le cercle de jeunes luthériens a maille à partir avec les autorités universitaires, gardiennes des chemins rectilignes dont parle Andrea. Dans la tourmente de la Réforme et des guerres de religion qui s'ensuivent,
des grandes découvertes scientifiques qui ébranlent les dogmes de l'Église, l'Europe traverse une grave crise de conscience. La contestation peut coûter cher, la discrétion est de mise. En 1618, la terrible guerre de 30 ans éclate et déchire le continent, provoquant plusieurs millions de morts entre les batailles, les massacres et les famines. Paru juste avant son déclenchement, les 3 manifestes rosicruciens sentent suffisamment le soufre pour mettre le feu aux poudres dans les milieux intellectuels. Les jésuites sont les premiers à monter au créneau et à tirer à boulet rouge contre les écrits séditieux. De fait, le cénacle de Tübingen cultive un certain goût pour l'hétérodoxie. Outre Paracelse et Joachim de Flore, il se passionne pour le mystique rhénan Maître Eckhart, les kabbalistes de la Renaissance et tout ce qui touche à la gnose, notamment la pensée pythagoricienne. Publié en 1623 sous le titre « Effroyable paction faite entre le diable et les prétendus invisibles », un ouvrage anonyme fustige la confrérie qui s'adonnerait à des actes de sorcellerie et cultiverait un secret diabolique. Un an plus tard, le pamphlet Examen sur l'inconnu et nouvelle cabale des frères de la Rosée-Croix ajoute une dose de virulence. Que sont, je vous prie, tous ces devins, aruspices, magiciens, kabbalistes, triacleurs, charlatans, mestres mires et autres désespérés, sinon précurseurs de l'Antéchrist, enfants perdus et fourriers de Satan? Questionne l'auteur, anonyme encore et toujours. Il en appelle même au roi Louis le Juste pour que cette nouvelle hérésie soit étouffée au berceau. Complot contre l'Église catholique? Je poursuivais un but sérieux et j'insufflais l'amour du christianisme, se défendra pourtant Johann Valentin Andrea. Un amour sans doute sincère. Les manifestes font l'éloge de la Bible et de la vie évangélique. Loin d'être des ennemis de la foi, les auteurs présumés semblent pétris de religiosité ou de ce qu'on appellerait aujourd'hui spiritualité. Seulement voilà, cette dévotion affichée n'a pas la bénédiction de l'Église catholique, apostolique et romaine. Et pour cause. Celle-ci est implicitement désignée comme une institution étouffante dont les jours sont comptés. Les manifestes lui opposent la mysticité antique et appellent à une régénération plus radicale que la réforme protestante, une réforme universelle. Outre le pape, présenté comme l'incarnation de l'Antéchrist, Mahomet est également pris pour cible dans les écrits rosicruciens. Au-delà de l'aspect théologique, on perçoit dans les manifestes une tentative de solution politique aux graves crises de l'époque, une ambition d'instaurer un ordre de paix et de fraternité, un nouvel âge que la Fama annonce sous le nom de quatrième monarchie. Chimérique ou visionnaire, ce grand projet a probablement été inspiré par Tommaso Campanella, un autre moine calabrais taxé d'hérésie, précurseur des idées nouvelles qui embraseront le siècle des Lumières. Coïncidence, son utopie, la Cité du Soleil ou l'idée d'une république philosophique, est publiée en 1604, date à laquelle les frères rosicruciens découvrent le tombeau du fondateur légendaire. Se sont-ils insinués concrètement dans les affaires politiques? La question d'un complot rosicrucien peut se poser. Des personnages associés à la fraternité gravitent dans l'entourage des princes. Adam Hasselmayer, qui a joué un rôle important dans la publication du premier manifeste, n'est autre que le secrétaire de l'archiduc Maximilien III de Habsbourg. Le médecin et alchimiste Michael Mayer est un influent conseiller de l'empereur romain germanique Rodolphe II de Habsbourg. À l'orée de la guerre de 30 ans, les manifestes peuvent apparaître comme une tentative d'unir les princes protestants pour évincer le catholicisme d'Europe. Les réseaux rosicruciens, notamment de l'anglais Robert Flood, auraient favorisé le mariage en 1612 de l'électeur palatin calviniste Frédéric V avec Elizabeth Stuart, fils de Jacques Ier d'Angleterre. Il aurait ensuite poussé à franchir le Rubicon en allant s'asseoir sur le trône de Bohême en août 1619, à la place de l'empereur Ferdinand II de Habsbourg. C'est l'un des facteurs déclencheurs de la guerre. Son règne éphémère s'achève lors de la bataille de la Montagne Blanche, le 8 novembre 1620. Si complot il y eut, il échoua. En l'absence de preuves, la question reste ouverte. Le symbole de la Rose-Croix illustre bien cette relation ambiguë avec le christianisme. Décliné de différentes manières selon les mouvements affiliés, il s'agit le plus couramment d'une croix trilobée avec une rose rouge en son centre. Suivant l'interprétation actuelle, la croix représenterait le corps physique de l'homme
et la rose son âme tournée vers l'illumination. Les 12 lobes feraient référence non pas aux apôtres, mais aux 12 degrés de l'initiation qui conduisent à ce point d'équilibre spirituel. Une autre lecture, plus ancienne, relie pourtant le double symbole à la passion, la rose rouge étant le sang du Christ. Ce logo hermétique a peut-être aussi été inspiré par les armes de Luther, représentant une croix noire sur un cœur rouge entouré d'une rose blanche, emblème de pureté, de beauté, de sagesse. La rose pourrait encore faire référence au best-seller du Moyen-Âge, le roman de la rose, considéré à certains égards comme une critique voilée de la discipline austère et stricte de l'Église. Païenne, chrétienne, ésotérique, les évocations des deux symboles sont si nombreuses que leur combinaison peut produire une infinité d'interprétations. De quoi jeter un peu plus le trouble dans ce concert d'anonymat et de rétractation. La ruse du diable. Supercherie ou non, le triptyque des manifestes suscite un grand enthousiasme en Europe. Les érudits de tous bords sont intrigués et se jettent dans la polémique, comme en témoignent les centaines de réponses conservées à la Bibliotheca Hermetica Philosophica d'Amsterdam. Combat-il contre un moulin à vent ? Si les manifestes forment un corpus doctrinal plus ou moins cohérent, ils ne constituent pas pour autant une preuve tangible de l'existence d'une société secrète, active, structurée, hiérarchisée. Cyrano de Bergerac, qui lui a bien existé, en parle avec dédain, comme d'une certaine cabale de jeunes gens que le vulgaire a connu sous le nom de Chevalier de la Rose-Croix. Membre de la Société alchimique de Nuremberg, le philosophe et mathématicien allemand Leibniz écrit « Tout ce que l'on a dit des frères de la croix et de la rose est une pure invention de quelques personnes ingénieuses. » En dépit de cette assertion, il sera soupçonné d'appartenir à la fraternité. Tout comme Descartes, répétons-le, qui séjournait en Allemagne en 1620 et qui, selon son premier biographe, a été intrigué par le phénomène au point de mener sa propre enquête. Le philosophe cherche à entrer en contact avec la Rose-Croix. En vain, il faut croire que son profil ne correspond pas aux attentes des frères invisibles, ou que ces derniers le sont un peu trop. L'homme du cogito ergo sum se défendra ensuite de toute implication. Après l'affaire des placards, il cherche à se faire entendre partout à Paris pour faire taire les rumeurs. Existe-t-elle vraiment, cette fraternité de la Rose-Croix, ou n'y a-t-il que des rosicruciens? La fraternité a-t-elle enfanté les idées ou bien est-ce l'inverse? L'œuf ou la poule? La question est d'importance. De nombreux mouvements épars se sont réclamés de l'ordre de la Rose-Croix ou se sont référés à la tradition rosicrucienne sans qu'une maison mère n'ait été formellement identifiée. Mais n'est-ce pas l'intérêt de toute société secrète, en particulier quand elle se trouve dans le collimateur du pouvoir public? La plus belle des ruses du diable serait de vous persuader qu'il n'existe pas. Pourtant, la Rose-Croix semble faire exactement l'inverse. Manifeste, placard, elle fait tout pour se faire connaître, sans jamais sortir de l'ombre, comme si elle devait persuader les foules de son existence. Et comme si les pistes n'étaient pas assez brouillées, elle revendique un héritage traditionnel bien avant le XVIIe siècle. C'est ce qu'on pourrait appeler la préhistoire de la Rose-Croix. Celle-ci remonterait à l'Égypte antique, en la personne de Thoutmosis III, pharaon majeur de la XVIIIe dynastie, puis d'Amenhotep IV, plus connu sous le nom d'Akhénaton, important réformateur religieux, considéré comme un précurseur du monothéisme, à travers le culte du dieu solaire Aton. Il est aussi question d'Hermès Trismégiste, prêtre égyptien mythique assimilé au dieu Thoth, qui aurait rédigé la table d'émeraude, texte phare des alchimistes, qui fait de l'homme un abrégé de l'univers à travers cette formule « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Certains ordres font même remonter symboliquement la généalogie rosicrucienne à Adam, évocation biblique qui n'est pas sans rappeler celle d'Hiram, architecte du temple de Salomon dans la franc-maçonnerie. Grand propagateur de la pensée rosicrucienne, Michael Mayer ratisse encore plus large. Nos origines sont égyptiennes, brahmaniques, issues des mystères d'Éleusis et de Samothrace, des mages de Perse, des pythagoriciens et des arabes. N'en jetez plus. L'histoire peut vite se noyer dans cette coupe pleine de références décousues, car c'est un fil invisible qui les relie, un lignage doré qui permet à la Rose-Croix de revendiquer un rôle de passeur dans la longue histoire de l'ésotérisme. Il s'agit du grand récit de la tradition primordiale, c'est-à-dire la transmission ininterrompue d'une sagesse immémoriale qui recheminait secrètement à travers les âges jusqu'à nos jours.
L'Égypte antique en aurait hérité des temps les plus reculés et l'aurait transmise aux Grecs à travers les cultes à mystère. Pythagore l'aurait introduite en Occident. Elle aurait ensuite progressé vers Rome grâce aux néoplatoniciens. Les Templiers l'auraient redécouverte lors des croisades, au contact de la secte ismaélienne des assassins, entre autres. Elle aurait survécu via les alchimistes et les kabbalistes de la Renaissance pour être transmise à la Rose-Croix. Cette dernière formerait alors le chaînon manquant avec les courants ésotériques modernes, notamment la franc-maçonnerie. Les médiations sont parfois tirées par les cheveux. Certains mouvements rosicruciens ont revendiqué des sources dont les historiens n'ont jamais vu la couleur. C'est ainsi que de grands personnages comme Giordano Bruno, Dante et même Léonard de Vinci ont été qualifiés de rosicruciens avant la lettre. On ne peut démentir d'outre-tombe. Rétrospectivement, on comprend l'enjeu de faire exister la fraternité comme une entité organisée au début du XVIIe siècle. Serait-ce la plus grande ruse de la Rose-Croix? La rose et la croix, l'équerre et le compas. Toujours est-il que la pérennité des idées rosicruciennes est assurée. Colportée dans les méandres de l'occultisme européen, en particulier par l'allemand Michael Mayer, l'anglais Robert Flood ou encore Comenius, un ami de Johann Valentin Andrea, elles se font discrètes pendant la guerre de 30 ans, en attendant que passe l'orage. Puis elles ressurgissent dans la seconde moitié du XVIIe siècle, où la mode du piétisme lui assure un terreau favorable. Et c'est vraiment au XVIIIe siècle que des sociétés secrètes rosicruciennes sortent de l'ombre, à la suite de la parution en 1710 d'un traité d'alchimie rédigé par un prédicateur silésien, Samuel Richter, œuvrant sous le pseudonyme de Sincerus Renatus et se réclamant de l'ordre de la Rose-Croix, peut-être imaginaire lui aussi. Divers conventicules se forment et se développent de façon éparse en Allemagne. Avec l'ordre de la Rose-Croix d'or d'Ancien Système, une véritable structure apparaît enfin. Fondée en 1777 par un officier prussien et un ancien pasteur à partir de la loge maçonnique berlinoise des Trois Globes, l'ordre connaît un certain succès, recense des milliers de membres et s'attire les bonnes grâces des plus hautes instances de l'État, à tel point que ses fondateurs sont nommés ministres en 1786. Des personnages de haut rang sont associés à la fraternité, à l'instar du général prussien Ferdinand de Brunswick-Lunebourg, grand maître au sein de la stricte observance templière, un rite franc-maçon d'inspiration rosicrucienne. Le roi Frédéric Guillaume II de Prusse aurait adhéré à la Rose-Croix. L'empereur mélomane Joseph II en reçoit des membres au château de Schönbrunn. Son protégé virtuose, Mozart, aurait été inspiré par la Rose-Croix et la franc-maçonnerie pour écrire l'opéra La Flûte enchantée. Elle aurait marqué une partie de l'œuvre de Goethe, en particulier le second Faust. Qui donc a marié les roses à la croix s'interroge-t-il dans le poème inachevé Les Mystères. L'appartenance à la Rose-Croix d'un savant aussi illustre qu'Isaac Newton reste controversée. À ses heures perdues, le père des sciences modernes versait en effet dans le surnaturel. Dans ce cabinet de travail du Trinity College à Cambridge, Newton s'attelle à ses principiales jours et commente l'Apocalypse de Saint Jean la nuit. Son assistant et ami, Desaguliers, est l'un des fondateurs de la franc-maçonnerie moderne. Les manuscrits conservés à la Royal Society, dont Newton devient le président en 1703, regorgent de symboles ésotériques. La prestigieuse institution, fondée en 1660, compte d'ailleurs plusieurs membres de la Rose-Croix, dont dans le conseil de direction. Les héritiers supposés de la Rose-Croix sont presque aussi nombreux que les devanciers. Au XVIIIe siècle, la rose et la croix côtoient l'équerre et le compas. Bien qu'il ait divergé par la suite, le chemin de la fraternité croise celui de la franc-maçonnerie, en particulier quand celle-ci opère un grand tournant en devenant spéculative et non plus opérative. En d'autres termes, quand elle cesse d'être une corporation de bâtisseurs pour devenir une société de pensée. La création de la Grande Loge de Londres en 1717 et la publication des Constitutions d'Anderson en 1723 actent cette transition décisive dans laquelle la Rose-Croix ne serait pas étrangère. L'un des fondateurs de la Royal Society, Elias Ashmole, aurait joué un rôle déterminant. Considéré comme l'un des premiers francs-maçons spéculatifs, il baigne dans un environnement intellectuel rosicrucien. On peut lire aussi l'empreinte de la Rose-Croix dans l'apparition au même moment de ce que l'on appelle les hauts grades, degrés supérieurs, dits de perfectionnement, au nom plus cérémonieux que les sobres apprentis, compagnons ou maîtres. C'est ainsi que le 18e degré du rite écossais ancien est accepté,
s'intitule « Souverain prince Rose-Croix ». On trouve trace du grade du chevalier Rose-Croix dans la littérature maçonnique dès 1757. À cette même époque, des pontes de l'illuminisme, comme le comte de Saint-Germain ou Cagliostro, ont vraisemblablement favorisé la diffusion des idées rosicruciennes dans la franc-maçonnerie, en particulier l'inspiration égyptienne. Autre courant ésotérique de premier plan, le martinisme apparaît dans les années 1760. Son enseignement doit sans doute beaucoup à la Rose-Croix. Son principal inspirateur, Joaquim Martinez de Pasquali, affirme être envoyé par la classe secrète des Réaux-Croix pour rétablir le culte chrétien primitif. Une marque aux multiples franchises. Si au XVIIIe siècle la Rose-Croix a pu être la discrète antichambre de la franc-maçonnerie, au XIXe siècle elle sème en dehors à travers une multitude de sociétés plus ou moins secrètes, à l'avant-garde de l'occultisme et du spiritisme en plein renouveau. Parmi les plus notoires, la SRIA, Societas Rosicruciana in Anglia, apparaît à Londres en 1865 et compte le mage Eliphas Lévy parmi ses membres les plus éminents. En 1888, Stanislas de Gaïta et Joséphin Péladan fondent l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, auquel appartiennent Papus et Sédir, deux grandes figures de l'ésotérisme français. Personnage aussi excentrique que fascinant, Péladan s'en sépare 3 ans plus tard pour donner naissance à un nouvel ordre rosicrucien plus en phase avec sa fibre catholique et ses visées esthétiques. Il est à l'initiative des Salons de la Rose-Croix, une série d'expositions qui rassemble la fine fleur des peintres symbolistes de l'époque, dont Fernand Knopf. Le premier s'ouvre le 10 mars 1892 et provoque une cohue sur les grands boulevards. En réaction au matérialisme triomphant de la Belle Époque, le Sar Mérodac Péladan, comme il se fait appeler désormais, encourage les artistes à exalter la beauté et l'idéal mystique. Les musiciens ne sont pas en reste. Claude Debussy et Erik Satie s'engagent dans la société rosicrucienne. Ce dernier compose même les sonneries de la Rose-Croix, jouées lors des vernissages. En 1909, l'antique et mystique ordre de la Rose-Croix, connu sous le sigle Amorc, est fondé aux États-Unis par Harvey Spencer Lewis. C'est à ce jour l'organisation rosicrucienne la plus importante en termes de structure et d'effectifs. Elle revendique environ 250 000 membres, divisés en 17 juridictions, réparties dans environ 120 pays et reliés au siège en Californie. Une vraie multinationale. Édith Piaf en a été membre d'avril 1955 jusqu'à sa mort. À la suite des retentissants suicides collectifs au sein de l'ordre du Temple solaire dans les années 90, la Morgue connaît des rapports houleux avec les associations de lutte contre les sectes. Bien qu'elle dénonce des amalgames, son nom est mêlé à la sinistre affaire. Officiellement, la Morgue se veut avant tout un mouvement philosophique, initiatique et traditionnel, une école de pensée sans caractère religieux. Si son enseignement demeure secret, elle revendique aujourd'hui une certaine ouverture sur le monde et affiche volontiers ses prises de position sur divers sujets de société. Ses membres peuvent assumer publiquement leur engagement rosicrucien. C'est le cas de Serge Toussaint, qui répond à la presse et fait des apparitions à la télévision en sa qualité d'actuel grand maître de la division francophone. Le temps de l'anonymat est bien loin. On pourrait citer encore moult associations rosicruciennes, tant la Rose-Croix est devenue une marque aux multiples franchises, parfois sans grand rapport entre elles. Au-delà des divergences de rites ou de doctrine, quelques principes essentiels caractérisent encore son idéal de réforme universelle. La régénération de la société passerait par une régénération de l'individu grâce à un processus alchimique qui fait fi des fioles et des alambics depuis les 3 manifestes pour réaliser un grand œuvre d'ordre spirituel. Il s'agit pour le rosicrucien d'atteindre l'état de Rose-Croix, soit l'illumination grâce à la sagesse suprême. Une ultime étape qui ne semble pas à la portée du tout venant, à en croire Serge Toussaint, selon lequel il y a beaucoup plus de rosicruciens que de Rose-Croix en ce monde. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous pouvez trouver le lien du livre en dessous dans la description. Le prochain chapitre sera le chapitre 6, les Illuminati, ordre et chaos.